Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc déjà, je tiens à vous remercier d'être ici. Je tiens à remercier également toute la promotion d'avoir organisé cette conférence et également les différents sponsors de cette conférence et nos intervenants. Merci à vous. Ah, c'est vrai, ça y est, c'est parti. C'était court. L'introduction était courte. Je me présente déjà, moi je suis Mintron Nguyen. Je dirige une filiale chez Socotec qui s'appelle Socotec Immobilier Durable. On est 200, on travaille sur l'immobilier et le durable, comme son nom l'indique. Et Socotec est un acteur, je fais un peu de promo, et un acteur de référence sur les bâtiments et les infrastructures, notamment dans la sécurité. Et on a quelques anecdotes, mais on le gardera pour après, pour le cocktail, sur les JO, parce qu'on a notamment validé des infrastructures temporaires des Jeux Olympiques et travaillé un petit peu en tant que contrôleur technique dans le cadre du village olympique. Mais on n'est pas là pour parler de Socotec, on est là pour parler d'un super sujet sur le village olympique et le modèle du village olympique, comment est-ce qu'il pourrait devenir un modèle de régénérescence de friche urbaine. Alors, déjà, je voulais remercier la promo de l'STP qui est une super promo, qui va rentrer dans le monde du travail dans quelques semaines et n'hésitez pas à les contacter pendant le cocktail parce qu'ils ont de la valeur et il ne faut pas les rater. Je les remercie aussi parce que c'est un sujet qui me plaît, à double titre. Un, parce que j'adore le sport, hein, et donc vous avez pu me voir dans les tribunes des Jeux Olympiques pendant quelques semaines. Et même au-delà. Donc, je fais partie des géostalgiques. Et donc, il y a un côté émotionnel qui me plaît beaucoup. Je remercie naturellement nos intervenants. Alors, je cite les noms, mais vous allez naturellement vous présenter mieux que ce que je fais. J'ai ma petite anti-sèche. Donc, Benjamin Laurent, chef de projet Solidéo, Paul de Rony, responsable de programme Vinci Immobilier, Christian Combe, architecte, mais surtout président sortant du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Occitanie. Merci à vous d'être présents et de parler sur ce beau projet et sur ces belles perspectives. Alors, je vais parler un petit peu naturellement pour introduire ce beau débat. Je serai là également pour vous timer un petit peu, parce que je crois que vous avez plein de choses à dire. Mais je crois qu'à 20h15, il y a un cocktail. Et c'est important aussi, c'est un moment important de pouvoir échanger avec vous personnellement pendant ce cocktail. Alors c'est vrai que ces Jeux Olympiques, il y a un côté très excitant des Jeux Olympiques, parce que c'est toujours des moments qui sont particuliers, un événement sportif de partage, d'unité et de performance sportive. Au-delà de cet événement sportif, c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'investissements, beaucoup d'infrastructures qu'on met en œuvre, qui sont colossaux, qui sont parfois déficitaires, qui sont parfois aussi un héritage non réussi. En tout cas, ça a été longtemps une certaine marotte de voir que les Jeux Olympiques, c'était très bien au niveau sportif, mais que ça apportait peu d'héritage. Quelques exemples, peut-être Athènes, où on a vu un certain nombre d'infrastructures à l'abandon quelques semaines après, des Rio avec un village olympique qui, dès la construction, n'était pas forcément idéal. Donc c'est vrai qu'il y avait cet enjeu majeur. Paris 2024, on peut peut-être le dire, alors c'est vraiment pas une vision personnelle, mais je crois que ça a été une réussite. Réussite sportive. J'ai fait partie de ceux qui étaient dans le carré des supporters en train d'agiter le drapeau que je conserve précieusement parce que je transmettrai à mes petits-enfants. Ça a été une réussite collective, parce que du métro, je parle d'infrastructure, jusqu'au stade provisoire ou définitif, ça a été aussi une réussite globale, économique. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sortent aujourd'hui
comme quoi ça a été un événement positif en termes au niveau financier, mais aussi positif au niveau du tourisme. Hein, je crois que on a atteint pour la première fois en France, à Paris, les 100 millions de visiteurs, grâce à plein d'autres événements, mais aussi grâce aux Jeux Olympiques, qui font que Paris 2024 a été une réussite. Ça, je crois qu'on peut le dire. Alors, une réussite à l'instant T, parce que on a ce qu'on a. Est-ce que c'est une réussite dans l'héritage qu'on veut donner? Ça sera tout le débat qu'on va essayer de voir ensemble, de voir si finalement on n'est pas sur quelque chose d'éphémère et qui peut-être dans 5 ans n'aura pas pris en greffe en termes d'héritage. Je le dis un jour après la tribune de 400 athlètes qui ont un peu, je crois, protesté contre la baisse du budget au niveau du ministère du Sport par rapport à l'héritage sportif. Maintenant, on va se poser aujourd'hui la question du quid de l'héritage au niveau des infrastructures, au niveau du village olympique qu'on a pu construire ensemble pour un certain nombre de personnes ici. Alors, je vous propose dans l'organisation de cette conférence qu'on puisse la diviser en plusieurs parties. Une première partie, on va parler de régénération de friches. Hein, qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments peut-être à mettre en œuvre? Le village olympique, qui est un modèle en tant que tel, alors, sur certaines parties. Hein, vous allez nous expliquer tout ça, peut-être pas sur l'ensemble du village olympique. Et puis finalement, on va aussi essayer de voir sur cette vision 2050 si on peut le répliquer. Est-ce que il y a des choses qu'on aurait pu faire en plus? Est-ce que finalement, ça n'a pas été dopé par un investissement qui était présent, un investissement privé, hein, qui était présent et finalement, c'est peut-être juste le moment d'un projet et pas un modèle qui peut être réplicable par ailleurs. Donc, on essaiera de trouver tous ces éléments, si ça vous va. Et puis, on conclura avec l'objectif que m'a donné les étudiants de 20h15, de rendre cette salle finalement réversible pour le cocktail où on pourra échanger. Je remercie aussi, j'en profite, hein, ceux qui se sont connectés. Il y en a quelques-uns en visio. Désolé, hein, on prendra le cocktail pour vous et on le partagera. Allez, j'essaye de ne pas trop parler parce que sinon, je crois qu'on va m'engueuler. Cette première partie sur la régénération des friches, finalement, c'est vrai que j'ai toujours l'impression que c'est une possibilité aujourd'hui. On a un promoteur qui est ici, face aux crises qu'on a aujourd'hui, que c'est simple. Au lieu de s'occuper, au lieu de construire des bâtiments neufs, on va s'occuper des friches urbaines. Alors, c'est peut-être pas si simple que ça. On le dit. On ne sait peut-être pas le faire. C'est quoi les grands problèmes? Alors, c'est vrai que je crois que j'ai préparé un petit peu la conférence. J'ai plein de questions. Alors, je vais les lancer un petit peu. On va voir qui va pouvoir les prendre. Même si la première est un peu dirigée. Hein, c'est vrai que par rapport à cette régénération des friches, est-ce que pour vous, Paul, c'est une voie où doivent se tourner tous les promoteurs? Hein, on voit que les promoteurs se tournent de plus en plus vers ces friches urbaines, que des grandes entreprises comme Vinci Immobilier se donnent des objectifs, notamment par rapport à un certain nombre à la loi ZAN. Est-ce que vous pouvez déjà nous introduire le sujet par rapport à ça? Alors, avec la vision promoteur. Oui, tout à fait. Du coup, le point de vue promoteur, là-dessus, oui, aujourd'hui, de toute façon, vu où on en est niveau écologique et niveau environnemental, on n'a pas d'autre choix que d'aller regarder ce qui se passe dans la ville, et notamment sur les friches urbaines, avant d'aller venir coloniser, entre guillemets, les champs de patates qui sont aux alentours.
Après, je ne pense pas que chaque promoteur va se donner la contrainte de le faire, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la loi va le faire, puisque la loi climat et résilience, elle impose à tout le monde d'atteindre le ZAN, le zéro artificialisation nette, d'ici le 2050. Et vous parliez du cas de Vinci Immobilier, donc vous avez fait la pub de Socotec, je vais faire la pub de Vinci Immobilier. Vinci Immobilier, elle est encore plus loin que ce que impose la loi jusqu'en 2050, puisque en fait, nous, on s'est donné comme objectif d'atteindre ce fameux ZAN en 2030. Donc 20 ans après l'obligation réglementaire, ce qui est quand même un choix un peu ambitieux. Et en plus de ça, on s'est infligé entre guillemets, une autre obligation qui est de réaliser 50% de notre chiffre d'affaires en recyclage urbain. Donc ça veut dire qu'on va arriver à un moment où c'est sûr ça va nous arriver, on va devoir refuser des projets qui pourraient être faciles sur des projets d'élargissement urbain. Donc en fait, oui, il faut qu'on le fasse, et oui, on va bientôt être contraint à le faire. Et ça sera de toute façon, on jouera tous une obligation des collectivités. Aujourd'hui, quand vous prévoyez des projets d'aménagement, les collectivités ne peuvent pas faire fi de la ZAN, même si les degrés d'application sont en évolution et vous avez des degrés, vous verrez ça, des degrés en fonction des années. Le ZAN est aujourd'hui constitué de tous nos projets d'aménagement. Le village des athlètes, il était au début de cette réflexion-là. Et la photo que vous aviez, on peut remonter la photo là, et Paul pourra en parler. Et ben, c'était le début aussi de la rénovation, comment faire de la ville sur la ville, comment penser la ville dans sa rénovation urbaine. Ça a été tout l'enjeu du village des athlètes. Donc moi, la Solidéo, on a été créé en 2018 pour aménager, créer l'ensemble des ouvrages olympiques et paralympiques pérennes pour les Jeux de Paris 2024. Il faut bien avoir en tête que pour nous, Solidéo, les Jeux n'étaient qu'une étape. On a travaillé et on travaille pour l'héritage des Jeux. Ce village-là, il a été conçu pour les travailleurs et les salariés qui viennent vivre maintenant, qui vont vivre maintenant à partir de la rentrée 2025 et du début 2026 dans ce village-là. Et c'est comme ça que cette rénovation urbaine sur la ville, elle est arrivée. C'est un bon exemple aussi de conception de la ville, parce que vous avez Vinci à côté de moi et Paul, où ils étaient déjà propriétaires des terrains. Donc vous faites de la ville avec différentes modalités juridiques et réglementaires qui vous permettent d'acquérir des terrains, et on doit travailler dans ce cadre-là. On a eu des sessions à charge sur une partie du village, et puis aussi on a eu des conventions d'objectifs qui ont été négociées avec Vinci pour réaliser les projets avec le même niveau d'ambition, le même niveau d'exigence, que ce soit pour des sessions à charge ou des accords avec des propriétaires qui étaient déjà présents. Sur une ZAC qui fait 54 hectares, on a 3 gros promoteurs sur la partie continentale, donc qui étaient Vinci, qui était ICAD, qui est Next City et FH. Et puis de l'autre côté, sur l'île de Saint-Denis, où c'était pas la Solidéo, mais c'est Seine Peine Commune qui est aménageur, on a Piché-le-Jean. Et donc vous retrouvez ici sur cette ZAC de 54 hectares, comment penser la ville, en tenant compte des activités passées, en tenant compte de l'activité, pour faire de la ville sur la ville et puis connecter le territoire. On arrive en Seine-Saint-Denis, où à côté de ce village-là, vous avez un énorme pôle de mobilité qui est en train d'être créé, qui est la station dans Carrefour Pleyel qu'on connaît maintenant, qui vient de s'ouvrir. Et la vidéo que vous voyez là, c'est j'arrive en 2019, la vidéo est créée en 2018, on arrive en 2019, on peut peut-être la lancer pour la décrire, et puis Paul, tu complèteras. Vous avez une... non, c'est pas chez toi. On a la Cité du cinéma à droite, qui est un peu la pièce... à gauche, pardon, qui est un peu la pièce architecturale qui était présente sur le village, et ensuite qui sépare 2 emprises, une emprise de Vinci qui est à droite, une emprise ici, par la suite qui était avec différents propriétaires, une quinzaine de bâtiments qu'on a déconstruits dès le début. On a fait des diagnostics ressources, on a essayé d'évaluer, on a évacué plus de 95% des déchets via la voie fluviale. Et donc vous avez cette structure-là que l'on voit. Et là, c'est la partie donc Vinci Immo, sur la droite de la Cité du cinéma, quand on est face à cet espace-là. Et vous avez 2 éléments qui sont importants architecturalement, et Paul, je te laisse la parole. Vous avez d'une part la Halle Maxwell, qui est une ancienne centrale électrique, qui fait partie de ce patrimoine-là et qui a un enjeu fort de rénovation urbaine. Et vous avez donc le pavillon Copernic ici. Et puis vous avez également sur votre gauche, pardon, je me déplace, mais c'est intéressant, vous avez des emprises RTE. Aujourd'hui, on avait des réseaux électriques qui traversaient la Seine. Infrastructure énorme, c'est comment on va raccorder, comment on va enlever cette emprise-là sur notre territoire. Et troisième, vous avez un axe autoroutier qui est extrêmement important.
Donc voilà comment on se situe avec un corridor écologique majeur qui est la Seine qui est située en bas et des propriétaires fonciers un peu différents. Et la tour Pleyel qu'on voit là qui est en cours de rénovation et qui a été finie pendant les Jeux. Donc on se retrouve dans cette zone-là avec une seule ambition, c'est de faire la ville de 2050 en 2030. Dès le début, avec 2 contraintes, mais qui ont été des avantages pour nous, c'est on doit livrer dans les temps, le 28 février 2024, 1er mars 2021 pour ainsi. On doit accueillir des athlètes, 14 000 athlètes et délégations pendant la phase jeu et para-athlètes, extrêmement important. Et ensuite, on doit avoir une vie active de l'autre côté. On doit être bas carbone, c'est un enjeu fort, on ne peut pas raser tout ce qu'on fait. On doit être lier le territoire, mettre en jeu le territoire, dynamiser ce territoire-là. Et voilà comme ça un peu ce cahier des charges qui était construit, donc avec 2 entités, la Solidéo d'une part, qui est un établissement public, qui s'occupe de tous les ouvrages pérennes. Donc c'est 70 opérations qui vont de la construction de neuves, de la rénovation d'équipements publics, de la rénovation de voiries, la création de franchissements, ce qui est un élément important dans un tel projet. On a créé 4 franchissements. Et puis Paris 2024, qui est l'entité qui va organiser les Jeux, qui va accueillir les athlètes, qui va s'occuper de tous les sites temporaires. Voilà le cadre général où on arrive en 2018-2019 sur cette solution. Il y a eu plein de réflexions, hein, on l'a dit, par rapport à cette création de village olympique. Ce n'est pas du tout des questions que j'avais, mais ça me vient au fur et à mesure. C'est vrai que quelques années auparavant, il y avait quelques projets aussi qui ont été menés avant la Solidéo, et où on a commencé à retisser la ville pour réinventer Paris. Je ne sais pas si vous étiez un petit peu dedans. En tout cas, il y a eu probablement des projets comme la place de la Boule, où on a essayé de retisser la ville ou le nord de Paris. Mais c'est vrai que ça a été aussi de grands défis technologiques, grands défis architecturaux peut-être. Je parle d'architecture, on a la joie d'avoir un architecte. Est-ce que quand on parle de friche urbaine, qu'est-ce que ça vous évoque comme grand défi? Bonsoir à tous. Déjà un petit mot sur le zéro artificialisation nette, donc issu de la loi climat et résilience. Donc pourquoi ne plus artificialiser? Parce qu'on a déjà beaucoup artificialisé. Il faut savoir qu'en France, on est à peu près à 90% du territoire qui est artificialisé. Comme il y a une centaine de départements, ça veut dire qu'on a 10 départements français qui sont entièrement artificialisés. Donc on a déjà pris beaucoup. Et en fait, on a pris beaucoup sur les terres qui sont les plus intéressantes pour l'agriculture, par exemple. Parce que si on repart loin dans l'histoire, les premiers hommes se sont installés là où les terres étaient fertiles. C'est devenu des fermes qui ensuite sont devenues des hameaux, qui sont devenus des villages, qui sont devenus des villes, en grignotant au fur et à mesure les terres qui étaient les plus proches, donc les terres les plus intéressantes sur le plan de l'agriculture. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un déficit éventuel de terres arables intéressantes, et on s'est dit, bon, on a quand même pris beaucoup à la nature, il faut peut-être se calmer, puisque en l'espace de 3 décennies, on a plus artificialisé que dans tout le reste de l'histoire, puisqu'on a doublé notre empreinte artificielle sur les sols en l'espace de 3 décennies. Donc il y a une prise de conscience qui s'est faite, mais qui n'est pas encore admise de tous, parce qu'il y a des gros débats, vous n'êtes pas sans savoir, il y a des politiques, notamment des élus de collectivités, qui disent « oui, mais nous, on a été vertueux, on a peu artificialisé, et avec la loi telle qu'elle est faite, ils se retrouvent à devoir artificialiser que la moitié dans cette décennie, et encore la moitié, etc. » Donc il y a de gros débats autour de ça. Néanmoins, personne ne remet en cause la nécessité de ne plus artificialiser. Donc si on n'artificialise plus, refaire la ville sur la ville, chose qu'on entend, on travaille depuis un certain temps, depuis que je suis sorti de l'école d'architecture. Et donc là, on s'est dit, voilà, là maintenant, on est au pied du mur, comment on fait? Donc on peut densifier, on peut monter les bâtiments, puis on s'est dit, il y a les friches. Bon, les friches, effectivement, ça donne envie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'une friche? Déjà, il faut s'entendre sur, est-ce qu'une parcelle abandonnée au centre, dans un centre-bourg, c'est une friche? Oui, c'est une friche pour un élu. Ou une ancienne caserne militaire est une friche, ou des usines qui, effectivement, peuvent être des friches. Ce n'est pas la même problématique que d'aller aménager une ancienne usine, où là, c'est peut-être moins compliqué, mais c'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'occasion, parce que souvent, ces emprises n'avaient pas de connexion, c'était un peu des cités interdites, par rapport, pensons toujours aux populations locales, notamment, je pense qu'on y reviendra dans le cadre du village des athlètes, c'est l'occasion de pouvoir reconnecter et
de pouvoir pour les populations locales, donc pénétrer dans la cité interdite qui devient quelque chose d'accessible. Alors, on se retrouve avec des problématiques assez fortes, comme des terrains pollués. Ça, c'est le cas quasiment de partout en Seine-Saint-Denis, parce que la photo qu'on a vue tout à l'heure, là, si on peut la remettre, voilà, celle-là. Pourquoi les usines étaient là? Il faut savoir que dans l'histoire, à partir du fin 19e, 20e siècle, eh bien, on met toutes les activités polluantes sur ce territoire-là parce que les vents vont emporter les fumées, non pas les rabattre sur Paris, mais de l'autre côté vers le nord-est. Ce qui fait que quand on travaille sur ce secteur, on a systématiquement des terres polluées. On peut le savoir, mais en même temps, c'est des territoires où il y a encore de la place, chose qui devient rare aujourd'hui. Donc on se retrouve souvent confronté à ces questions de terres polluées. Il y a quelque chose qui a été, en tant qu'architecte, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le patrimoine existant. L'idée, ce n'est pas de faire table rase. Il faut, même si dans le cas effectivement, du village des athlètes, il fallait aller vite. On a fait une opération à un rythme jamais vu. Mais effectivement, ça se comprend. Les JO, ça arrive que tous les 100 ans en France, donc il fallait aller vite. Et le pari a été tenu. Néanmoins, il faut quand même prendre le temps de regarder ce qu'on appelle les trames écologiques, la trame bleue, comment circule l'eau, la trame verte, la biodiversité, les oiseaux, etc. Et également les bâtiments qui représentent patrimonialement quelque chose d'intéressant et les réhabiliter, ce qui a été le cas effectivement dans cette opération. Voilà, après, effectivement, c'est un sujet passionnant avec des tas de choses et des tas de contraintes. On va revenir tout à l'heure sur les éléments un petit peu plus techniques, mais c'est vrai qu'on est rentré assez vite dans le cœur de ce village. On attend ça. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ce village par rapport aux ambitions initiales? C'est vrai que tout part du début. Oui. Et quelles étaient leurs ambitions? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On verra où est-ce qu'on en est demain, parce qu'il y a cette page où la vision 2050. Et vous avez la frise, et je reprends complètement les propos qui viennent préciser là. Dans ce cadre-là, en fait, il n'y avait pas de demi-mesure. C'est-à-dire que nous avions une ambition et on a une ambition qui était la neutralité carbone, c'est-à-dire comment penser la ville et les espaces publics et les infrastructures la ville post-carbone, réduire l'empreinte, minimiser l'impact sur l'environnement, comment on travaille sur les enjeux d'économie circulaire à l'échelle du bâtiment et du service. On ne parle pas seulement de la partie constructive, on parle également de son exploitation. Ça, c'était les premiers enjeux. Le deuxième, c'était le confort climatique, c'est-à-dire comment on conçoit un bâti, un espace public adapté aux évolutions climatiques, aux précipitations, mais pas que les précipitations, aux canicules, comment on vit, comment le citoyen vit là-dedans, comment il peut travailler, comment il peut s'épanouir dans ce domaine-là. Avec, je fais une aparté, mais avec des évolutions de vie. Entre 2018 et 2024 aujourd'hui, on a eu le Covid, l'Ukraine, un changement de présidence, l'avènement du télétravail qui est une modification sociale et sociétale extrêmement importante et qui implique énormément nous, constructeurs d'ouvrages et architectes. La dissolution de l'Assemblée nationale aussi. Et voilà, la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été un grand moment aussi. On a eu donc cette troisième enjeu qui était pour nous la biodiversité, c'est-à-dire comment concevoir une ville en accord avec les continuités écologiques, la trame verte et bleue, comment créer les conditions d'accueil de cette biodiversité. Et le quatrième enjeu pour nous, c'était qu'il n'y avait pas de cran, c'est-à-dire que ces quatre avec l'économie circulaire, ces quatre enjeux-là étaient égaux au regard de nos ambitions. Ce faisant, il faut aussi se remettre dans la phase des jeux, parce que en notion de temps, on a dû tout écrire en 9 mois, entre guillemets. Ça a été la grande force de Nicolas Ferrand, qui était le DG de la Solidéo, qui est arrivé là-dedans. On était timé, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on savait quand les travaux devaient commencer, quand on devait donner les emprises aux promoteurs pour livrer à date. Et donc toute cette réflexion-là, elle a été lancée extrêmement rapidement. Aujourd'hui, on y est, puisqu'on a réduit de 45% le bilan carbone du village des athlètes par un travail collectif. Ça, je pense que c'est hyper important et que ce travail, dès le début, je parle de Paul, tu pourras compléter, mais dès le début, on avait autour de la table les architectes, les bureaux d'études environnement, les collectivités, le CSTB qui a eu un rôle aussi important dans le cadre des APEX. On a réuni toutes ces personnes-là autour de la table. Ça a été ce conglomérat d'acteurs
les entreprises générales, évidemment, qui ont permis d'atteindre cet objectif-là. On a contractualisé un certain nombre d'éléments, je pourrais revenir dans le détail, un document qui était phare pour nous, qui a été phare pour tout le monde, qui est le cahier de prescription d'excellence environnementale, qui a traduit de façon extrêmement précise l'ensemble de ces ambitions-là, mais ça a traduit également la nécessité de mettre tout le monde sur la table, tout le monde autour de la table, pardon, et de marcher main dans la main pour atteindre ces objectifs-là. On a réduit l'empreinte carbone, on a créé des conditions d'accueil de la biodiversité, on a créé des technoslots sur mesure, on a travaillé tous les enjeux de confort avec des heures à ne pas dépasser face à des fichiers météo qui décrivaient les conditions en 2030 et 2050. Et on a créé aussi un élément qui est extrêmement important pour moi, qui est un village et des logements qui sont accessibles à tous. Quand on parle de la ville européenne de 2050, on parle d'environnement, également on parle d'accessibilité, qui soit des problèmes de mobilité temporaire ou permanente, c'est important pour tout le monde. Et donc on a créé ces continuités de parcours, ces accès ouverts au sein des différents bâtiments et des logements pour accueillir ces éléments-là. Donc aujourd'hui, on a livré le village en temps, en heure, dans le budget, avec nos ambitions. C'est un succès, et ça on a le droit, on ne va pas rougir de ça, de la Solideo, de l'ensemble de ses partenaires, des 30 et quelques maîtres d'ouvrage qui nous ont accompagnés, de l'ensemble des promoteurs, de l'ensemble des architectes. Et c'est là où la France a avancé dans ce cadre-là, parce qu'on a construit un écosystème qui a permis d'avancer, qui a permis de faire évoluer les filières, notamment la filière du bois, puisque aujourd'hui, sur plus de 90 socles, on a plus de 30% de ces socles qui intègrent du bois sur l'ensemble de ces bâtiments. On a créé des bâtiments de plus de 28 mètres avec des structures en bois et des feuilles porteuses qui ont changé aussi la donne. Voilà le résultat. Il est à la fois un héritage matériel parce que vous avez ce village-là qui est adapté aux conditions climatiques de 2050 et il est également immatériel parce qu'on a créé des guides avec le CSTB, on a déposé des ATEX, on a créé un outil qui est extrêmement fort qui s'appelle le permis double état. Dès le début, on avait pensé que ces bâtiments-là, ils auraient deux usages. Un usage pendant les jeux et un usage après les jeux. Et ce permis double état, il a permis de faire passer, notamment auprès de l'ensemble de la réglementation et de l'ensemble des services de l'État, cette double utilisation qui est une révolution pour la construction. Alors, c'est vrai que si on se remet on remet la frise, 2017, pas de RE 2020, une approche d'économie circulaire très balbutiante, du bois qui était encore, on n'osait pas forcément dire je vais construire en bois. Ça m'amène à me poser la question des innovations, parce que on va dire c'est une innovation à l'époque, est-ce que c'en est une aujourd'hui? Est-ce que l'expérience du promoteur, Paul, est-ce qu'il y a eu plein d'innovations qui ont été mises en œuvre? Est-ce que vous auriez pu encore en faire plus? Alors déjà, le cahier des charges dont parlait Benjamin était déjà bien élevé niveau ambition. Il y avait aussi un vrai sujet innovation qui était porté par chaque maître d'ouvrage, y compris la Solideo, et chaque secteur qui était géré par ICAD, Nexity, Eiffage Immobilier et nous-mêmes, Vinci Immobilier. On a bossé sur un sujet innovation. Côté Vinci Immobilier, on a la chance d'être quand même adossé au groupe Vinci, donc à des constructeurs qui connaissent le métier de constructeur. Grâce à ça, on a pu travailler avec Vinci Construction qui développe le béton ultra bas carbone Exegi. Niveau technique, je vais vous faire en gros smile, mais malheureusement, c'est pas moi qui ai fait ce béton. Voilà, donc en fait, le béton Exegi, c'est un béton ultra bas carbone. Il faut savoir qu'un béton normal, ça rejette à peu près 300 kg de CO2 par mètre carré de béton coulé. Et sur un béton Exegi, on est aux alentours de 70 ou 90. Donc la réduction, elle est drastique. Le béton Exegi, il a été développé par Vinci Construction il y a maintenant, je crois que c'était courant 2017, quelque chose comme ça. Et jusqu'alors, il avait été testé que sur des petites échelles. Je ne sais pas si vous voyez le siège de Vinci, mais c'est derrière la Défense, ça s'appelle l'Archipel. Il y a un poteau au dernier étage qui a été coulé en Exegi. Et ça, c'était au début de l'inauguration d'Exegi. Mais c'était à toute petite échelle. Ensuite, ils ont fait un voussoir dans le cadre du Grand Paris, pour je ne sais plus trop quelle ligne, pour être très honnête. Et ensuite, pour tester l'application dans un point de vue plutôt industriel, ils ont décidé, donc conjointement avec Vinci Immobilier et la Solideo qui a participé financièrement en plus à ce sujet, de le mettre en œuvre sur des bâtiments de bureaux neufs d'Universel, donc il a parti de Saint-Denis du village olympique. Donc là, on ne parle plus d'un poteau ou d'un voussoir, on parle de 19 000 m3 de béton qui ont été coulés
sur l'intégralité des bureaux neufs. Donc ça, c'était une fois qui le faisait. Ça a permis d'arriver à un gain carbone de près de 3500 tonnes de CO2. Pour vous donner une idée, c'est 12 000 allers-retours en voiture Paris-Marseille. Donc ça peut paraître rien, mais ça plus ça, ça fait son chemin. Et l'avantage aussi de ça, c'est que qui dit innovation dit test, donc on en ressort le positif, donc le gain carbone, mais on en ressort aussi tous les obstacles, et ce qui peut permettre après de faire améliorer l'innovation. Et c'est notamment ce qui a été fait avec le béton Exégie. Déjà, on s'est rendu compte que pour couler du béton Exégie, il faut avoir beaucoup de tubatures de béton, puisqu'il faut nécessairement avoir une centrale à béton sur place, parce que les grands bétonniers, ils n'en ont pas, donc il faut qu'on installe une centrale à béton. Donc il faut de la place sur le chantier. Nous, on avait la chance d'avoir la Solideo qui avait une grande plateforme sur laquelle ils avaient aussi un boulodrome, mais sur laquelle on a pu installer notre centrale à béton. Et donc ça nous permettait de le faire. Qui est un enjeu, je te coupe, mais qui était un enjeu indispensable d'avoir les cimentiers sur place. Oui. Quand on coule autant de béton et autant de béton bas carbone, puisque c'était l'objectif et l'ambition qu'on a fait, on a coulé plus de 55% de béton bas carbone, avoir des centrales à béton sur site, c'était une obligation. Parce que on a vérifié, et Vinci en premier avec vos partenaires, et on peut citer Sylvain et Taline qui a suivi complètement ce sujet-là, les formulations de béton. Et sans ces centrales à béton-là, on ne peut pas répondre à ce sens-là. Donc je disais, oui, il faut de la place pour mettre en place la centrale à béton. Mais également, on s'est rendu compte d'une chose qui est super importante dans le cas du béton ultra bas carbone, en tout cas celui d'Exégie, c'est que c'était plutôt un béton, enfin ce qu'on disait dans l'équipe, un béton des pays chauds, puisque la température de séchage était supérieure à celle d'un béton classique. Donc il a fallu encore une fois faire preuve d'adaptabilité. Et donc, si vous étiez venu l'hiver sur le village olympique, en tout cas chez nous, vu qu'on a fait que les planchers en béton ultra bas carbone, tous les soirs il fallait venir couvrir tous les planchers de béton avec des grandes bâches thermiques et faire diffuser dedans de l'air chaud, électrique nucléaire, donc mais décarboné. Pris en compte dans la plaque carbone, bien sûr, et pour maintenir au chaud ce béton et pour qu'il puisse avoir une bonne prise en forme. Donc ça a été le premier souci. Et le deuxième, et c'est la raison pour laquelle on a pu faire que les planchers en béton Exégie, c'est que, donc qui dit température de séchage forcément plus sensible, dit temps de séchage un petit peu plus long. Donc on a dû maintenir sur place des équipements, donc tout ce qui était coffrage, épée, etc., pour permettre au béton d'atteindre sa classe de résistance le plus vite possible. Mais aussi, du coup, ça veut dire qu'en fait, on faisait les planchers, on pouvait construire dessus parce que on atteignait une résistance classique au bout comme le béton normal, quasiment le lendemain ou sur le lendemain. Mais en revanche, pour venir derrière, pour réaliser les poteaux, on pouvait pas venir décoffrer. Donc la solution qui a été proposée à la Solideo et qui a accepté, c'est de faire tous les poteaux, donc tous les verticaux, en béton bas carbone classique et les planchers en Exégie. Et donc ça, la vraie contrainte, c'était parce qu'on avait un planning qui était très tendu. Donc on avait réussi à trouver une solution qui venait réduire l'impact carbone, mais le planning, il fallait quand même qu'on en parle aussi fréquemment. Et donc c'est la solution qu'on a trouvée qui a plutôt bien fonctionné puisqu'on a livré à l'heure. Mais c'était déjà un béton ultra bas carbone, hein. Vous avez deux classes de béton, on va faire les 26 000. Il y avait déjà deux classes de béton, c'est deux classes de béton qui ont été utilisées. Et c'est intéressant de parler d'anecdotes, moi j'en ai une. J'adore ça. Sur ce village-là, on avait un enjeu extrêmement important de logistique. Vous êtes sur un site occupé, donc créer la vie dans la ville, on revient à notre discussion tout à l'heure sur la friche urbaine. Bah là, en fait, on avait un lycée. La vie continuait autour de ce chantier-là. On avait un lycée. Et notre enjeu, c'était aucun mort sur les chantiers. Aucun mort sur les chantiers. Statistiquement, c'est impossible. Hélas, c'est dramatique, mais c'est vrai. Sur des chantiers de cette taille-là, on a toujours des décès. On n'a eu aucun mort. Comment? Parce que là, les enjeux de sécurité sont extrêmement importants. Et également les enjeux de logistique. On ne faisait pas circuler les camions n'importe comment. On avait une organisation logistique extrêmement importante. Et ça se rapproche du béton, parce qu'il y avait un autre enjeu qu'a évoqué Paul, c'est le temps de cessage. C'est-à-dire que vos toupies, elles ont un temps limité pour se rendre sur chantier pour couler le béton. Et on est allé jusqu'à mettre un de mes anciens collègues dans le camion, qui est parti de la centrale de béton et qui a chronométré le temps à partir duquel il se rendait sur le chantier d'Universel. C'est de notre faute. C'est nous qui l'avons forcé les drogués dans la toupie. Au début, c'était trop long.
C'est-à-dire qu'on avait toute une boucle logistique extrêmement importante sur laquelle on n'aurait jamais négocié pour protéger l'ensemble du village et assurer la livraison en temps en heure. Et ben on allait jusqu'à chronométrer ce qui était la bonne tactique et faire évoluer ce parcours-là pour permettre d'utiliser du béton bas carbone. On était à l'hiver 2020 et l'hiver 2021 avec des températures qui étaient basses et avec un seul objectif, on livre dans les temps avec nos ambitions et avec les coûts économiques qui étaient fixés. Il y aura sûrement d'autres anecdotes, hein. N'hésitez pas, on coupera les caméras. Mais, Si. Il y en a trop. Il y en a autant que ça? bah ouais. Alors là, vous avez parlé d'innovation technologique. Il y en avait peut-être d'autres. Vous avez évoqué le double permis. Oui, je peux peut-être en parler, mais je pense que si c'est le rôle ça peut être hyper intéressant pour les architectes. Dès le début, en fait, on a des enjeux de réversibilité. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, les enjeux de réversibilité. Dès le début, on savait que certains bâtiments allaient accueillir des athlètes en fin de jeu. Et d'autre part, et certains logements allaient accueillir évidemment les athlètes, mais par exemple, les cuisines étaient mal mises en œuvre, on créait des cloisons provisoires avec Saint-Gobain pour avoir des chambres plus importantes, etc. Et ça, ce cas-là d'avoir une réversibilité si courte en 2 fois 2 semaines, ça n'existait pas. Et il fallait qu'on ait un travail extrêmement pointu avec notamment les pompiers, puisque vous créez des cadres différents au regard de la réglementation incendie. Vous créez des cadres différents pour les différents services de l'État qui vont relire, valider les différents PC, etc. Et donc ce permis double État a permis de résoudre cet obstacle-là, puisqu'il a d'une part anticipé cette réversibilité phase jeu, phase héritage, puis également sur la durée de vie de 50 ans. Et là, ça fait le lien aussi avec le travail avec les architectes, c'est comment on conçoit un bâtiment ou un espace public qui va avoir plusieurs vies au cours de ces 50 ans, qui va accueillir du bureau, du logement, une salle de sport en rez-de-chaussée, un logement, un praticien médical dans les différents étages. Et cette réflexion-là nous a amené sur ces innovations de permis de construire. Je pourrais parler des innovations servicielles, il y en a plein d'autres, mais je voulais également parler des modes constructifs qu'on a utilisés. On a eu le plan libre de l'architecte, c'était la seule solution. Et ce travail-là que j'évoquais dès 2019 avec l'architecte, le bureau, le promoteur, le bureau environnement, Socotec, etc., ça nous a permis de décrire comment on répondait à cet enjeu-là avec un plan libre de l'architecte, avec l'utilisation du bois de façon majoritaire et du béton bas carbone. Ce sont la réflexion qu'on a eue et l'innovation qu'on a eue au regard de cette réversibilité aujourd'hui qui est très discutée. Ça fait partie de ces réflexions-là de friche urbaine. On construit de la ville sur la ville, on réaménage certaines zones, mais on sait aussi que dans 50 ans, ça va évoluer. Et comment on peut penser dès le dessin urbain, dès la réglementation, comment on peut anticiper ce point-là, mais je peux peut-être vous laisser la parole là-dessus, parce que c'est plus j'espère que moi. C'est le terrain préféré de l'architecte. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'on essaye de lever des freins à la construction. Hein. C'est quelque chose qu'on entend aussi souvent qu'il faut construire la ville sur la ville. Et il existe désormais un permis où il n'y a plus d'affectation au moment du dépôt de permis de construire. Donc ça, c'est très peu utilisé. Donc ça a été le cas, effectivement, là je vais y revenir parce que c'est un peu hors norme quand même comme opération, où effectivement on obtient un permis de construire et ensuite ça peut être un immeuble de bureau et devenir un immeuble résidentiel sans repasser par un parcours administratif qui est parfois contraignant. Hein, les contraintes administratives, on le sait, c'est aussi terrible que les contraintes techniques, voire des fois même plus. Donc il y a des procédures qui sont en cours et sur cette opération, effectivement, au-delà de l'aspect technique du béton bas carbone, du bois, moi ce qui m'intéresse beaucoup en tant qu'architecte, c'est effectivement la réversibilité qui est possible, puisqu'on sait très bien, ça a été évoqué tout à l'heure, le Covid étant passé par là, on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a encore 5-6 ans. Hein, donc le télétravail est arrivé, le flex office est arrivé, donc c'est un changement majeur et on ne sait pas dans 10 ans comment on va travailler. Donc il faut imaginer des bâtiments qui soient le plus flexibles, le plus adaptables possible. Et là on a un très bon exemple effectivement, parce que ces bâtiments dans un premier temps vont accueillir des athlètes et maintenant vont accueillir des familles ou d'autres usages. Après, là on est sur un caractère exceptionnel par le programme. Les meilleurs athlètes du monde, hein, c'est quand même quelque chose de super. Le site est super aussi, hein, on est en bord de Seine, on le voyait là tout à l'heure sur des diapos. C'est quand même une chance de pouvoir faire un quartier en étant vraiment en bord de Seine, donc ça donne une qualité, la présence de l'eau est toujours une qualité extraordinaire. Donc tout ça fait que cette opération, je ne suis pas sûr qu'elle soit reproductible dans l'État
à d'autres endroits. Et également sur les contraintes administratives, vous avez eu la chance de pouvoir échapper à certaines parce qu'il y avait des délais à tenir. Voilà. Après, ce que je voulais dire aussi sur les matériaux, autant la sobriété qu'on a évoquée tout à l'heure sur la non-artificialisation de nouveaux sols, il faut essayer d'être extrêmement sobre sur l'utilisation des matériaux aujourd'hui. Et la meilleure sobriété des matériaux, c'est quand même de rénover des bâtiments existants. Hein. Tout ce qu'on pourra imaginer comme nouveaux process, etc., sera quand même énergivore, hein, même si vous l'avez dit, il y a des gains assez significatifs qu'on peut obtenir sur des bétons et des compositions qu'on sait faire aujourd'hui. Néanmoins, ça reste quand même assez énergivore. Et le mieux, c'est essayer d'intégrer les bâtiments existants pour les transformer en usage. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de réversibilité, je ne sais pas si vous avez fini. Non, allez-y. Mais puisqu'on parle de réversibilité et de matériaux, ça me paraît être une transition parfaite pour parler de réemploi, puisque on avait aussi une grande ambition qui avait été écrite par la Solideo majoritairement sur le réemploi, puisque là, ce que vous voyez à gauche de la Halle Maxwell, c'est des bâtiments de bureaux. Donc ça, c'est en cours de réversibilité en ce moment, et ça appartiendra au ministère de l'Intérieur après les... J'allais avoir le réflexe de dire après les Jeux, mais c'est déjà... Là, le Maxwell, c'est ça. Là, le Maxwell, c'est ici. Voilà. Vous avez la scène ici, la scène du cinéma sur votre gauche. Et donc, il parle de ces bâtiments. Exactement. Tous ces bureaux-là, tous ces bâtiments-là, c'est des bureaux. Et donc, pendant ces fameuses 2 fois 2 semaines des JO et des Jeux paralympiques, il a fallu qu'on puisse faire des chambres pour accueillir des athlètes. Donc, qui dit chambre, dit forcément cloison, dit porte, dit rideau, dit salle de bain. Donc plein d'éléments qui font que donner un peu d'intimité comme aux athlètes, pas sur des plateaux de bureau. Et donc il a fallu dès le début réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire de tous ces matériaux. Donc il y en avait une grande dimension réemploi. Nous en l'occurrence sur ces bâtiments de bureaux, les cloisons on les a recyclés parce qu'il y en avait beaucoup trop pour les réemployer et ça demandait un travail infini de venir déposer toutes ces cloisons proprement. Mais en tout cas sur les logements qui sont à droite de la halle, là pour le coup c'était un peu différent. Puisque en fait un T5 pendant les Jeux devenait un T4 après les Jeux. Donc en fait il y a juste venu une cloison provisoire qu'on a mis dans la pièce de vie pour venir séparer la cuisine et le salon en deux et donc faire une chambre supplémentaire. Et donc là en l'occurrence on a fait un travail donc, avec la Solideo et Saint-Gobain pour proposer une cloison qui viendrait se déposer facilement. Donc au lieu de la fixer au sol, il y avait une sorte d'adhésif sur le sol qui faisait qu'en fait derrière, au moment de la réversibilité, de la reconversion, on venait déposer la cloison et on pouvait la revendre ou la réutiliser pour d'autres projets. Donc on a plein d'exemples de réemploi. Après, moi je trouve que le truc le plus positif qu'on peut ressortir de notre réemploi, c'est que on a tous en fait été sensibilisés à l'usage de ce réemploi. C'est-à-dire que on en parlait beaucoup, mais on ne le voyait pas. Et là, en fait, donc avec la Solideo qui travaillait avec les boosters du réemploi notamment, ils ont organisé plein de réunions donc avec les entreprises, avec les maîtres d'ouvrage, pour vraiment tous se mettre dans le même bateau et se dire comment on fait et qu'est-ce qu'on va faire pour limiter encore plus l'impact carbone des Jeux. Et donc il y a plein d'exemples comme ça, notamment, je prends l'exemple d'un des îlots, sur une chambre provisoire, ils avaient mis une porte qui était déjà issue du réemploi, qui venait d'un programme de déconstruction de bureaux. Donc ils ont mis une porte ici pour la chambre provisoire. Et là, donc ils sont en train de venir retirer la cloison provisoire et donc la réemployer. Et en plus de ça, la porte, il la réemploie dans le même logement pour s'en servir en tant que porte de placard. Donc l'histoire est belle, il y a un double réemploi, même si ça peut paraître anecdotique. Au moins tout le monde est briefé sur le sujet et ça crée des sortes de réflexes sur le côté entreprise et côté maîtrise d'ouvrage. Il y avait 2 grands objectifs quand on parle d'économie circulaire, il y en avait plein. Là, on parle de la constructif, on pourra parler ensuite du serviciel. D'une part, ça relie ces enjeux de réversibilité. 75% des éléments déposés entre la phase jeu et la phase héritage doivent être employés. On est en plein là-dedans, là. Moi qui suis encore sur les chantiers, et les équipes déposent en ce moment tous ces éléments-là qui ne sont pas pérennes pour la vie du logement ou du bureau, et sont réutilisés, trouvent des filières de réemploi, etc. C'est extrêmement important. Dépose, déjà ça demande une compétence. C'est-à-dire qu'on doit former les compagnons à déposer de façon qualitative qui permet leur emploi par la suite. Ça, c'est extrêmement important. On sensibilise les compagnons, quelles que soient les entreprises générales qui vont travailler. Il y en a qui sont plus ou moins connaisseurs dans ce sujet-là, c'est extrêmement important. Deuxième chose, dans la phase de création de tous ces bâtiments, on avait 10% en masse
d'éléments qui devaient être employés, soit du logement, soit des éléments extérieurs, bancs, etc., soit des éléments intérieurs, des cuisines, des portes, etc. Ça aussi, c'est un sacré enjeu. C'est un sacré enjeu parce que c'est toujours plus facile de jeter que de se poser la question de ce que je vais faire de mon chemin de cave, de ma moquette, de ma cuisine, de ma cloison. Et puis deuxième chose, c'est un enjeu assurantiel. Qu'est-ce que je fais avec mon contrôleur technique pour qu'il comprenne que le produit que je réemploie a les mêmes caractéristiques qu'un produit neuf. Très important. Et puis le troisième, c'est la place. C'est comment je stocke. Comment je mets en lien le gisement que, à la fois, moi je mets la petite casquette de constructeur que j'ai identifié pour mon bâtiment, qui doit être disponible à telle date selon les contraintes qu'on a exposées tout à l'heure. Et d'autre part, qu'est-ce que je vais faire quand je vais déposer ma porte, que je ne vais pas la réemployer sur site, mais que je vais la réemployer autre part. Et il va y avoir des jours ou des semaines de dépôt qui vont se poser. Et donc, c'est ces alignements-là qui sont extrêmement fins et qui sont extrêmement importants à prendre en compte aujourd'hui. On est en train de déposer des salles de bain. Les équipes de Vinci pourraient vous en parler. On a mis des lifts. Les lifts descendent des salles de bain tout en même temps parce que le camion arrive à la fin de la semaine le vendredi et parce qu'on va les laisser 24 heures dehors, mais pas plus, parce que sinon ensuite on va détériorer la qualité du produit. Ces enjeux-là, on les avait clairement en tête. On n'a pas tout réussi, ce qu'on voulait, notamment les plateformes de réemploi. C'est aujourd'hui des filières qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner. C'est l'avenir de la construction, ces enjeux de réemploi-là, les enjeux économiques, etc. Mais ça mêle les enjeux d'assurance, les enjeux d'entreprises qui doivent être sensibilisées à ça, les enjeux des compagnons. Voilà où, modestement, on a essayé d'avancer collectivement sur ces sujets-là. Et même là-dessus, avec une vision promoteur, toi tu parlais de tout ce qui était plateforme de réemploi, etc. Mais nous, derrière, il a fallu qu'on aille sensibiliser aussi nos preneurs. C'est-à-dire qu'on allait les voir en leur disant bonjour, j'ai un truc de bureau, il y aura de la moquette de réemploi, elle a déjà une vie sur un bureau pendant 10 ans, ça vous va? Au début, les gens ils disent. C'est pas toujours facile. Non, je veux du neuf. Donc après, les discussions, ça marche, on leur explique, on leur montre des prototypes, on leur dit regardez, limite, identifier laquelle est neuve et laquelle est réemployée, et parfois ils se trompaient tellement c'était bien fait. Mais voilà, donc il y a une vraie sensibilisation qui a été faite à toutes les échelles, et ça, je pense que c'est cool. Alors, véritable laboratoire, hein, parce que c'est vrai qu'on parlait d'économie circulaire, le booster, et c'est vrai qu'on est encore, on n'est pas encore arrivé à la fin de la réussite du réemploi des matériaux de manière très industrielle. Donc, vrai laboratoire. Est-ce qu'on aurait pu améliorer encore quelque chose sur les 4 enjeux que vous aviez, hein, je les reprends, post-carbone, la ville carbone, bas carbone, confort climatique, biodiversité, économie circulaire. Est-ce qu'il y a des choses où on aurait pu aller un peu plus loin? Ou est-ce qu'on a là, finalement, la voie vers 2050? Moi, je suis sûr que le réemploi, c'est la voie. Hein. On est aujourd'hui au balbutiement. C'est difficile de faire avancer ces sujets-là. Et on aurait pu faire beaucoup plus de choses, que ce soit des matériaux en espace public. On a fait du réemploi aussi. On a réemployé des pavés. On a fait du mobilier de réemploi. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Sur les aménagements intérieurs aussi. Il y a des grandes discussions aujourd'hui qui sont complexes sur, par exemple, je prends les activités des toitures, et puis le volet architecte est hyper intéressant aussi, c'est comment on travaille nos toitures aujourd'hui. On a toute une complexité nous, on avait des continuités écologiques, donc on avait à la fois des toitures qui étaient un enjeu fort pour, on ne le voit pas sur cette vidéo-là, mais vous avez, voilà, on peut juste laisser là, schématiquement, hein, le village il a été dessiné en paquebot par Dominique Perrault. C'est-à-dire que tout était orienté vers la Seine avec cet espace majeur aujourd'hui que vous voyez qui est le Maïfino, qui s'appelle la promenade César Evora, qui est un des axes majeurs qui s'est végétalisé. Vous avez je ne sais pas si vous avez fait attention sur les vidéos précédentes, mais aujourd'hui vous avez la RD1 qui est complètement pacifiée avec des berges de Seine qui sont liées et qui créent cette continuité écologique. Donc quand on voit les toitures là, et c'est un bon exemple, on se dit d'une part on a un enjeu de continuité écologique, parce qu'on a là une rue que vous ne voyez pas, mais qui est la rue Ampère, qui quand même coupe une partie du village et qui coupe ce lien écologique entre le vieux Saint-Ouen, Saint-Denis et le corridor écologique. Et puis d'autre part, c'est des zones de production. On parle beaucoup de panneaux photovoltaïques, on en a beaucoup discuté avec Paul, c'est de trouver cet équilibre. Ça, par exemple, le PV aujourd'hui, je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais on a des enjeux techniques qui sont extrêmement importants, des enjeux de synthèse.
entre ce qu'on dessine sur une toiture et ce qu'on peut faire en phase exé, il y a une vraie différence. En termes d'autoconsommation, on avait des enjeux d'autoconsommation sur le village de 25% d'autoconsommation. Bah, ça, aujourd'hui, les modèles économiques, ils sont très bancals. Ils sont très difficiles à mettre en œuvre. Il faut qu'on ait des copros qui soient impliqués sur le temps long, qui soient en capacité de comprendre comment, sur 10 ans, le coût de l'énergie va évoluer. On avait un bouclier énergétique qui a été mis en place par le gouvernement qui a un peu plafonné les prix, mais les prix vont augmenter. Donc ça, par exemple, sur le volet production énergétique de panneaux photovoltaïques, on peut aller plus loin. Nous, on a créé une centrale de géothermie. Aujourd'hui, l'avancée pour une collectivité, c'est les réseaux de chaleur urbains. C'est c'est un investissement qui est lourd, mais qui, sur le temps, écrase complètement les impacts financiers. On a créé un réseau avec plus de 80% de la géothermie et des forages qu'on a réalisés, une centrale qui alimente aujourd'hui à la fois en choix et en proie le village. Donc là, voilà un exemple type, on peut aller beaucoup plus loin sur le photovoltaïque, sur le réemploi, sur les enjeux de sensibilisation des citoyens. Pareil, c'est des sujets qu'on porte aujourd'hui avec une application en cours de développement avec vidéo qui est éco-citoyen, qui va permettre de mettre en lien ce territoire-là. Voilà, donc il y a plein de sujets qui vont avancer. Paul, Christian. Une parenthèse sur les toitures, parce que celle-là est assez bien quand même de photo, parce que quand on voit les toitures comme elles étaient traitées avant, c'est ça, parce que c'est ce magasin. Et aujourd'hui, les toitures, ça devient un enjeu, et il y a compétition. Il y a compétition pour y mettre des panneaux photovoltaïques parce qu'ils produisent de l'énergie, mais on peut y mettre des toitures végétalisées pour la biodiversité, mais on peut donner accès aussi aux collaborateurs qui peuvent travailler dans un immeuble de bureau, parce que c'est quand même sympa, en général on a des belles vues. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre la biodiversité, l'énergie, l'usage. Alors bon, ça dépend effectivement de là où on est, ce qu'on y fait, etc. Mais en tous les cas, on voit bien que les toitures des bâtiments qui ont été réalisées ne sont plus comme celles qu'on a réalisées il y a quelques décennies. Donc voilà, ça, la cinquième fameuse, la fameuse cinquième façade, elle prend du sens aujourd'hui, et même mettre des abeilles, des choses comme ça. Sur le réemploi, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des évolutions techniques, effectivement. On sait de mieux en mieux déconstruire, on ne démolit plus. On sait mettre en place des plateformes de stockage des matériaux. On sait mettre en place des applis qui permettent de savoir que sur telle plateforme, il y a X fenêtres qui sont disponibles. Donc tout ça est en train de bouger. Mais l'aspect le plus important, mais qui peut-être là aussi est en train d'évoluer, c'est la mentalité, donc, tu l'as souligné tout à l'heure, d'un promoteur qui ne comprend pas pourquoi les WC ne vont pas être les mêmes d'un étage à l'autre, voire même dans le même sanitaire. Mais il y a quand même quelques promoteurs qui sont assez malins pour, au contraire, dire « Ah non, non, mais moi je veux des WC séparés qui sont tous issus de réemploi », parce que comme ça, ils affichent une volonté sur cette question-là. Donc je pense que voilà, il y a une mutation qui est en cours, y compris dans les mentalités, ce qui est certainement l'élément le plus important. Je ne vais pas réussir encore à le vendre à un hôtelier de luxe, d'avoir des sanitaires. C'est aussi le rôle de futures générations. Je ne sais pas comment est enseigné aujourd'hui le réemploi, etc. Mais ça va être vous qui allez sortir cet enjeu-là. Nous, on le porte là et on va le porter encore dans quelques années, parce qu'on n'est pas si vieux que ça. Mais ça va être là, c'est long, c'est un temps qui est extrêmement long. Et il va falloir que les pouvoirs publics aussi nous accompagnent. Un truc très simple, on était très habitués à avoir des cuisines dans les logements qu'on achète. 98% des gens enlèvent les cuisines quand ils arrivent dans les logements. Aujourd'hui, la réglementation n'oblige plus à mettre en place une cuisine. On a un point d'eau, mais on n'est plus obligé de voir ces cuisines métalliques qu'on voit tous et que l'on vire tous dès qu'on arrive dans un logement. C'est des petits gestes comme ça, mais qui vont arriver et qui vont permettre de faire avancer les choses. Merci d'avoir évoqué toute cette notion de village. Maintenant, on va se poser la question du 2050. Alors, naturellement, sur le 2050, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pensés à l'initial pour cet horizon 2050. On a vu que finalement, les bases qui ont été faites en 2017, finalement, sont les bases de la réglementation d'aujourd'hui et de demain. Parce que si on regarde RE 2020, plus ce qui va arriver d'ici 2030, on y est. Alors, la grande question que j'ai toujours, c'est, là, on avait de la place, on avait des moyens, et une volonté politique, économique. Mais est-ce que ce modèle peut être réplicable ou pas?
Parce que tu l'avais dit tout à l'heure, hein, Christian, hein, la friche finalement c'est tout ça, mais c'est aussi le garage Peugeot que j'avais en bas de chez moi, qui est une friche en tant que telle, qui était là depuis 20 ans inoccupée. Est-ce que c'est un modèle réplicable? Partiellement. En tout cas, il y a un héritage qui est présent. Alors, je pose cette question de manière un petit peu globale, mais c'est pour aussi rentrer dans cette vision où qu'est-ce qu'on peut reprendre de ce projet. Première question pour j'ai plein de notes, j'arrive pas à me relire. Et je suis proche de la retraite. Alors, ce village olympique, ce village des athlètes, modèle reproductif ou pas? Alors, à plusieurs niveaux. Hein, c'est à moi de répondre en premier. Oui. Je peux répondre. Reproductif, oui, parce que on a créé les bases et c'est tout l'objectif aussi de la Solidéo qui continue jusqu'à la fin de l'année, en tout cas de façon opérationnelle, c'est de créer l'héritage immatériel de cette réflexion-là, de fournir aux aménageurs, aux entreprises générales, les documents, les réflexions qu'on a portées. Le CP2E que j'ai évoqué, il avait 7-8 ans d'avance sur la RE 2020 et on a livré des bâtiments qui sont en RE 2020, seuil 2026-2028, selon qu'on calcule un peu dans la CV dynamique, ça évolue un peu, mais on est dans ces eaux-là. On est un héritage parce que on a montré qu'on pouvait réaliser des bétons bas carbone, dans un temps imparti, on n'avait pas de place. On n'a jamais de place sur un chantier. On manque toujours de place. Mais on a trouvé des solutions par l'utilisation des rez-de-chaussée, par l'utilisation des parkings. On a réussi à faire ça. Notre héritage, c'est aussi d'avoir mis tous les gens autour de la table, d'avoir produit des ATEX qui ont permis d'utiliser des différents types de matériaux en façade bois. On a produit des guides qui seront réutilisés, qui sont déjà réutilisés par différents constructeurs. On a montré comment une collectivité qui s'empare d'un réseau de chaleur peut créer les conditions d'un climat avec des planchers réversibles et qui peut produire du chaud et du froid, qu'on n'a pas besoin de clim dans ces bâtiments-là, mais qu'on peut rafraîchir l'espace par des conceptions bioclimatiques passives. Tout ça, c'est notre héritage. Mais ce n'est pas l'héritage uniquement de la Solidéo, c'est l'héritage de toutes les entreprises, de toutes les collectivités qui ont participé, de tous les porteurs de projets innovants qui ont participé à ce projet-là. Donc il est réplicable sur des dimensions qui sont forcément différentes. C'est un projet olympique, il est unique. Et ça, c'est évident que d'avoir des circonstances comme celle-ci, elles sont uniques, mais de pouvoir créer un franchissement urbain qui relie deux territoires. Vous voyez sur la gauche, c'est la place olympique, donc côté Vinci, et à droite, c'est l'île Saint-Denis. Voilà, ces héritages-là, ils sont là. Et puis aussi, c'est de la sensibilisation, c'est comme le dit Paul. Je pense qu'on est tous, on ressort pas pareil d'avoir fait un village comme ça. On a appris, on a énormément appris, toutes les entreprises générales ont appris, les compagnons, ils ont appris à déposer de façon différente les éléments pour les réemployer. On a appris à travailler collectivement, à gérer dans un temps imparti. On a amélioré la sécurité d'un chantier, on a montré que c'était possible. Simplement par de la sensibilisation, du rappel, du rabâchage, de demander à toutes les réunions qu'on avait, qu'est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez des situations à risque, etc. etc. Ça, c'est l'héritage de la CRFICAL. Qui amène peut-être aussi une rupture architecturale. Alors, quand on parle de réemploi, forcément de la même manière, en tout cas, une réflexion qui est différente. Alors, moi je pense que déjà pour les collectivités, effectivement c'est une chance de récupérer une passerelle, des bâtiments, le mail finaux, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des villages olympiques, tu l'as dit tout à l'heure, en Grèce, bon, parce qu'ils ont eu quelques soucis économiques par la suite. À Rio, ça n'a pas été un succès. Ça l'a été à Londres, effectivement. Là, ça a été un succès. Et là, je pense qu'effectivement, c'est une chance pour les collectivités, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen, de récupérer, entre guillemets, hein, bien sûr, ces équipements. Alors après, est-ce que moi, je dirais que c'est pas reproductible en l'état. Évidemment, on voit bien que là, les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle. Un site comme ça, c'est exceptionnel. Donc, je qualifierais ça un peu de démonstrateur, c'est-à-dire on a des moyens qui sont hors du commun pour réaliser quelque chose. Donc, il y a forcément des enseignements à en tirer.
effectivement la Solidéo met à disposition tous ces enseignements-là. Néanmoins, ça ne reste qu'un démonstrateur. Et aujourd'hui, on arrive dans l'ère un peu de la frugalité, comme je l'ai dit, hein, sur les terres disponibles, le foncier disponible, sur les matériaux disponibles et sur l'argent disponible quand même. Hein, voilà, on entend tous les jours les dettes, le budget qu'on aurait pu boucler, etc., etc. Ça fait peur d'ailleurs, je ne comprends pas trop quand on parle de milliers de milliards. Enfin bon, bref, voilà, ben on sent bien qu'il y a une injonction maintenant d'être extrêmement soucieux des moyens. Et là, effectivement, il y avait des moyens hors normes. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse passer à une massification du modèle. Or, aujourd'hui, il faudrait passer non plus à des démonstrateurs, parce que quand on a des moyens qui sont le double de ce qu'on a, je ne sais pas si c'est le cas, mais qui sont largement supérieurs à ce qu'on a habituellement, bien sûr, on fait des choses intéressantes. Mais les besoins sont tels qu'il faut arriver aujourd'hui à massifier, comme on a su massifier la production d'eau, d'énergie, etc. Donc, il va falloir creuser la cervelle là-dessus, surtout vous, effectivement. Tu rappelais que moi j'avais un âge où je n'avais plus besoin de trop me creuser la cervelle. Ensemble. Mais bon, votre génération, vous avez face à vous un challenge incroyable en termes de sobriété. Il va falloir faire preuve d'imagination. Moi, la question, on verra si c'est réussi, si effectivement, dans quelques années, les populations locales ont pris possession aussi de ce quartier. Parce qu'on arrive sur un secteur là qui... C'est pas rien quand même, hein, la Seine-Saint-Denis. Bon, voilà, on sait tous ce qu'est la Seine-Saint-Denis. Et l'acceptabilité aujourd'hui des populations locales est fondamentale pour réussir un projet. On ne peut plus arriver, poser un projet, quel qu'il soit, un équipement, un quartier, si on n'associe pas à la réflexion, si on ne co-construit pas le projet avec les populations locales. Or, on le sait, Saint-Ouen, il y a eu des podcasts là, récemment, où effectivement c'est une ville où il y a une gentrification très forte, déjà, hein, qui s'est produite en l'espace de 10-15 ans. Je pense que le village d'Athènes va continuer à attirer des populations avec un pouvoir d'achat qui n'est pas celui des populations locales. Donc là, je ne sais pas si sociologiquement, on peut déjà tirer les conséquences de ce qui va se passer. Donc voilà, ça c'est moi, c'est la question quand même. Quid des populations locales sur un projet comme celui-là? Avec des constructions mixtes, hein, on a répondu à ça avec une mixité de logements, c'est aujourd'hui la réponse, des mixités de bureaux. Je suis tout à fait d'accord, la phase de concertation a été extrêmement importante. On avait une maison du projet qui était sur le site. Les gens de Saint-Denis, de Saint-Ouen venaient, on venait parler, on venait présenter le projet, on expliquait les ambitions. Il y avait une équipe qui était toujours présente là pour les accueillir et pour leur faire visiter le village. On avait un travail, quand je dis ça a été un travail collectif, c'est-à-dire que les élus de pleine commune, les élus de Saint-Ouen, les élus de Saint-Denis, les élus de l'île de Saint-Denis ont toujours été là dans les phases de décision. Ça n'a jamais été fait. C'est une décision qui était collective. Et en effet, sur ces réponses-là, il faut être assez modeste aussi. On travaille beaucoup sur l'animation des rez-de-chaussée, qui est un enjeu fort. Dans le cadre des concertations, ils attendent des librairies, ils attendent des pharmacies, etc. Et donc ça, on travaille avec les villes, qui sont de leur responsabilité, de créer ces conditions-là. Mais il faut être modeste. Il faut être modeste dans le fait que ensuite les gens vont s'approprier. On essaie de penser la ville pour qu'elle soit la plus adaptée, elle soit la plus accessible. Et puis ensuite, les gens, ils vont s'approprier cette ville-là, ils vont trouver leur mode de fonctionnement, ils vont s'approprier les différents boutiques et autres qui vont être mises en place dans les rez-de-chaussée. Et ensuite, les municipalités, les collectivités vont accompagner le travail de l'aménageur. Donc ça, c'est sûr qu'il faut attendre 5-7 ans. C'est comme la biodiversité. Hein. La biodiversité, on crée, à la différence de l'habitat où on livre un bâtiment, la biodiversité, elle met entre 5 et 7 ans pour s'établir. Donc c'est dans 5 à 7 ans qu'on aura les espèces définitives et le montage définitif. Et ça, il faut être très modeste et c'est aussi important d'accompagner ça. Et dans vos futurs projets, la concertation est un enjeu fort. Prenez le temps de la concertation. Très souvent dans les programmes, on raccourcit énormément la concertation pour passer directement. Aujourd'hui, c'est un enjeu extrêmement fort et où le citoyen a un rôle extrêmement important. Ouais, d'ailleurs, on parle même plus de concertation, enfin, on parle de concertation, mais comme disait Christian, on parle maintenant aujourd'hui de co-construction. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on va bosser avec les riverains, les élus, enfin, les gens qui vivent là-bas, pour faire un projet qui va vivre. Et on en parlait avant de démarrer la conférence, mais on a eu la chance de venir dans le village olympique pendant les Jeux, et on a vu qu'il y avait une sorte de... Il y avait
dynamique de fou pendant les jeux, c'était incroyable, il y avait de la vie, c'était génial. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on attend juste, c'est que après les travaux, quand les premiers habitants vont venir, qu'ils puissent, qu'on puisse retrouver un peu cette atmosphère, ce côté un peu festif, ce côté où tout le monde s'est approprié les berges. Donc c'est là qu'on voit que la Solido a fait un vrai travail, avec d'ailleurs Dominique Perrault, sur la réappropriation des berges. Avant, c'était une double voie avec des voitures qui roulaient à fond la caisse et qui allaient à fond, quoi. C'est hyper dangereux. Et maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une simple voie de chaque côté. Et on voit que les aménagements donnent envie de s'y promener, de s'y poser. Donc on espère qu'après 2028, peut-être, puis ça va y avoir de la vie. Merci. Alors, je vais rebondir sur un élément qui va... C'est vrai que la massification est un élément qui est important. Alors, on l'a évoqué, hein, c'est vrai que je me rappelle d'un des rapports du GIEC qui disait que de toute façon, pour y arriver à ce 2050, il y avait un enjeu de massification, le décret tertiaire en est un, etc., etc. Mais c'est vrai que cette massification, alors, si on ne l'a pas entièrement, elle l'amènera probablement à avoir des innovations constantes, hein, qui vont faire que le bas de page va être un petit peu élevé, qui va faire que derrière, le logement ou l'élément qu'on construit est plus tout à fait dans l'endroit où on est, et qui va créer une gentrification derrière. Alors c'est vrai que cette notion financière, alors, là on a un laboratoire. Est-ce que sur vos futures friches urbaines que vous aurez, Paul, est-ce que vous mettrez tout ça au risque d'augmenter votre coût? Malheureusement, je ne suis pas développeur, donc je vais vous apporter une réponse qui me semble être en tout cas correcte. C'est quand on a une friche industrielle, en tout cas quand on regarde une friche industrielle, on pense, oui évidemment, au bas de page, c'est logique, c'est évident, mais on ne va pas non plus faire un projet qui nous paraît stupide et pour lequel on sait que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va se retrouver encore à une nouvelle dent creuse. Parce qu'en fait, finalement, une friche industrielle, aujourd'hui, c'est une dent creuse dans la ville. Donc, c'est une ancienne zone d'activité qui est aujourd'hui plus utilisée par les industriels. Et on se dit, bon, on va venir réinventer ce foncier pour essayer de redynamiser ce quartier, le faire réapproprier aux riverains et donc que les gens puissent y retourner. Donc, on va pas forcément regarder que le sujet financier, même si on va regarder. On va se dire, on va essayer de faire un projet mixte. C'est ce qu'on fait actuellement sur certains projets d'activité, c'est que quand on va des grands terrains, on ne regarde pas que le sujet d'activité qui aujourd'hui paye le mieux. On se dit, on va faire quelque chose de mixte, on va essayer d'attirer aussi des logements, des hôtels, des bureaux quand on peut, même si aujourd'hui on essaie d'éviter. En fait, pour créer la vie, et comme on le disait depuis le début sur ce projet du village olympique, c'est faire un projet mixte, ce qu'on appelait du coup avant la ville du quart d'heure, où on peut tout faire à proximité et où ça va vivre. Même si, du coup, il y a évidemment le côté pécuniaire. Il y a sûrement un côté financier qui est regardé à un moment donné, qui a été regardé, parce que, en tout cas, on a réussi à avoir des infrastructures qui ont été rentables et qui vont l'être probablement, mais ça, on le verra dans quelques... Alors, dans cette vision d'héritage aussi, hein, on a vu qu'il y avait un héritage technologique. Quand je dis héritage technologique, toutes les avancées en économie circulaire, tram vert, tram bleu, etc., etc., et donc dans la création de la ville, carbone, aussi peut-être administrative. On a parlé du double permis, généralisable, pas généralisable. Qu'est-ce que vous pouvez... Si, il est déjà, c'est déjà possible. Et dans la loi et là, oui. Permis sans destination. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être... Typiquement, le bois, massification, on a aujourd'hui une utilisation du bois. On avait eu des discussions extrêmement importantes avec les pompiers au départ. Donc en 2018, on a créé des guides pour construire des bâtiments en bois de plus de 28 mètres. Aujourd'hui, pendant il y a 2 ans, ils sont revenus un peu dessus sur les nouvelles doctrines qui étaient plus dures. Aujourd'hui, ils développeraient des doctrines qui sont différentes en fonction des usages du bâtiment. Le bois, pareil, ça a beaucoup évolué sur la construction en bois. On montre que les performances du bois, elles sont équivalentes. Et puis, le travail sur le béton, c'est pareil, c'est couler le bon béton au bon endroit au bon moment. Quand on regarde un béton, il faut regarder le taux de ferraillage, l'épaisseur de la dalle, le temps de coulage, etc. Donc, quand on parle de carbone, je pense qu'un des héritages forts aussi de la Solideo, c'est que on est sûrement passé d'une vision très minimaliste à une vision exhaustive. On parle d'environnement, il faut tout regarder.
il faut regarder la construction, il faut regarder l'exploitation. On ne va pas seulement se dire que notre bâtiment il va être sobrement construit, il va être aussi, et un espace public, on a parlé beaucoup de bâtimentaire, mais l'espace public c'est pareil, il va permettre de réduire l'impact carbone de la facture du futur habitant, de sa charge, de son compte d'électricité, etc. De tracer au sein de ce village-là une accessibilité qui est extrêmement importante. C'est indispensable aujourd'hui, on ne peut pas isoler une partie de la population pour accéder à ces lieux parce qu'on se dit que c'est trop compliqué. Non, sûrement pas, c'est une erreur. On doit aujourd'hui penser des continuités de parcours, on doit penser aussi du mobilier urbain qui soit accessible à tous, on doit créer des espaces qui soient paisibles pour chacun, qu'elles soient des dispositions ou des invalidités temporaires ou permanentes. C'est ça l'enjeu qui est aujourd'hui, qui est devant nous, qui est parfois derrière nous, on n'a pas su y répondre, mais en tout cas il faut que nous, la génération actuelle et la génération future, y répondent. Arnaud me tape sur les doigts hein, parce que je ne suis pas un bon timekeeper. Et pourtant, j'ai encore une question. Je peux. Alors, sur les 4 objectifs, il y en avait un, alors que je retrouve peut-être, mais pas sûr. C'est celui de la résilience. Est-ce que un des éléments finalement de ce quartier, est-ce qu'on ne doit pas intégrer, prendre en compte aussi dans cette vision 2050, comment est-ce que sera notre monde dans 30 ans? Là, on aura inondation, feux de forêt, RGA, bidule, machin chouette. Est-ce que finalement, on n'aura pas ça aussi à prendre en compte? Est-ce que ce n'est pas un élément complémentaire à prendre en compte? Moi, c'est même pas complémentaire, c'est global. Hein. La résilience, c'était l'origine de ce village-là, de cette construction-là. Hein. C'est de travailler sur les inondations, de travailler comment on gère une eau pluviale dans un espace public pour la valoriser. La résilience, elle est là, elle est dans la construction et dans l'exploitation de ce village, les services qu'on peut utiliser. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps. On a mis en place des sujets de réutilisation de l'eau. Aujourd'hui, en France, on avait beaucoup de retard. On a su créer une installation qui n'est pas encore finalisée parce qu'il y a des freins réglementaires qui nous empêchent d'aller encore plus loin. Mais c'est ça la résilience, c'est d'utiliser la ressource sur comment on va travailler sur le biodéchet par exemple. Comment on va utiliser la ressource locale. On a construit un bâtiment qui va valoriser 60% des eaux usées sur le site. On a une petite usine, c'est ICAD qui a réalisé ça avec CDC et qui va permettre de proposer un prototype à quelle échelle on va pouvoir mettre de la réutilisation de l'eau. Moi je prélève un pourcentage d'eau usée sur une canalisation et je vais l'utiliser pour arroser à des espaces qui, pendant l'été, ne pourront pas être arrosés. Donc là, j'ai le droit de l'arroser, j'ai le droit de créer cet îlot de fraîcheur et ce qu'on appelle l'évaporation transpiratoire artificielle pour créer des conditions de vie qui soient accessibles. C'est ça la résilience. C'est les applications. J'ai un de mes collègues, Michele Dominici, qui travaille sur une application qui va mettre en lien les habitants et les différentes boutiques, qui va créer ces parcours du citoyen quand on est dans une crise climatique, quel est l'endroit, la zone refuge la plus proche. Voilà, c'est tout ça, la résilience. Et la résilience, elle part des promoteurs comme des architectes, c'est un travail qui est collectif. Là, on m'a vraiment tapé sur les doigts. C'était pas une question du tout. Alors, peut-être que la salle a encore le droit à 2 questions, 2-3 questions. Avant de. Oui, monsieur. J'ai pas de micro, mais si vous pouvez dire qui vous êtes, comme ça on sait. Bonsoir, je suis Abou André, je suis ingénieur en génie avec 3 ans d'expérience en conception et gestion de projet. Ma question s'adresse à Paul. Quels ont été les défis de l'INSEE et immobilier dans la transformation du village des athlètes en un projet durable? Et quels sont en quoi est-ce que ces enseignements pourront être, comment ces enseignements pourront être utilisés pour des futurs projets de régénération urbaine? Merci. Alors,
Alors après, ça dépend si on parle de reconversion village olympique vers l'usage actuel ou si on parle carrément de la friche jusqu'à aujourd'hui. Mais si on parle de reconversion village olympique à aujourd'hui, comme on en a beaucoup parlé, c'est réplicable, mais pas non plus tant que ça, puisqu'on enfin, c'est pas demain la veille qu'on va refaire des bureaux dans lesquels pendant 2 semaines on va mettre des logements. Donc comme on disait, on a tous capitalisé énormément sur tous les objectifs et sur toutes les ambitions environnementales. Et aujourd'hui, Universel, donc c'est comme ça que s'appelle le projet de Saint-Denis du village olympique, ça nous sert de référence sur absolument tous les projets. Donc dès qu'on répond à un appel d'offres, on dit Universel, c'était ça. Et derrière, en fait, ça nous sert un peu de catalogue. C'est-à-dire que les villes viennent et disent ah bah moi je veux du réemploi, tac, je prends ça. Vous l'avez fait sur Universel, c'est bien, ça nous sert de modèle. Donc c'est comme ça qu'on va réemployer. Après, si on parle de sujet régénération de friches urbaines, là pareil, encore une fois, c'est encore une, référence, puisque qui dit friche urbaine dit des obstacles, plein d'obstacles sur ce sujet-là. Le premier, on en a parlé, c'est le sujet pollution, puisque sur une friche industrielle, généralement, c'était opéré par une ancienne activité industrielle. Donc là, en l'occurrence, c'était des usines EDF qui alimentaient tout le métro du Nord parisien en électricité. Donc en termes de pollution, on n'était pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais tout de même. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, nous, enfin Vinci Immobilier, quand on répond à des projets sur des friches industrielles, on a recours à la procédure de tiers demandeur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, ça veut dire que Vinci Immobilier, au moment d'acheter le terrain, on récupère la responsabilité de venir dépolluer le site. Donc si, et ça dure pendant 30 ans, donc si on découvre des pollutions derrière et qui viennent affecter les usages définitifs, typiquement les habitants, c'est Vinci Immobilier qui va être attaqué et pas l'ancien industriel. Donc c'est quelque chose qu'on a appris aussi grâce à Universel. Et surtout, ça nous a aussi permis de quantifier les autres risques. Je vais citer 2 risques. C'est souvent des découvertes. Donc là, si on parle de la partie village olympique, on a eu 2 découvertes. Je vais commencer par la découverte la moins marrante. Enfin, moins marrante. C'est la qui est marrante. En fait, au moment des terrassements, on savait qu'il y avait une dalle enterrée au niveau d'un sous-sol, mais donc on est arrivé jusqu'à la dalle et on s'est dit bon bah là on n'a plus le choix, il faut qu'on la pète. Donc on a fait venir un BRH et en fait sur les sondages on n'avait pas remarqué, mais la dalle courait jusqu'aux grosses boîtes noires que vous voyez là. Et en fait ces grosses boîtes noires c'est des studios de cinéma. Et donc au moment de venir casser la dalle, les vibrations faisaient vibrer les studios de Paris, donc les studios. Et donc, en fait, quand il y avait la caméra, ça tremblait. Donc là, ils sont arrivés vers nous. En plus, il y avait des sujets quand même judiciaires. Mais donc, ils sont arrivés vers nous en disant faut arrêter tout de suite, on peut plus tourner scène de ménage, on va tout couper, donc s'il vous plaît, arrêtez ça. Donc il a fallu qu'on fasse, on a beaucoup parlé de ça, l'adaptabilité, mais mettre en place un gros réseau de communication avec eux pour gérer ça. Donc ça, c'est un des sujets qu'on a dû gérer, c'est tout ce qui est gestion des riverains, donc des avoisinants. Et le second, c'est le risque pyrotechnique. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été aussi pas mal anticipé avec la Solideo. On s'est entouré d'un AMO qui s'appelle CESP pour ne pas le nommer, et qui en fait avait avant le démarrage des travaux, rédigé une note qu'on a d'ailleurs qu'on a ensuite transférée à chacune de nos entreprises, qui précisait la procédure à adopter en cas de découverte d'une bombe sur le projet. Parce que qui dit site industriel en proximité d'Île-de-France, dit généralement ça a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation des Allemands, par les Alliés en plus, très généralement. Et donc, un jour, on s'est dit heureusement qu'on a eu ça, parce que on était tous au bureau à Boulogne, côté Vinci Immobilier, et là, tous nos téléphones sonnent. Alerte, on a découvert une bombe au moment de creuser. Donc là, on s'est dit, bon, nickel, on sort le document. Donc même il y a quand même un côté, c'est dans l'urgence, on a dit dans l'urgence. Donc le premier réflexe qu'on pense, c'est ça va exploser. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc tout le monde a été évacué. Et ensuite, après, donc, grâce à la procédure, on savait qui appeler au moment. Donc il fallait appeler la préfecture, les démineurs, l'aménageur, le promoteur, enfin tout le monde. Et donc finalement, on s'est rendu compte que c'était une bombe de la Seconde Guerre mondiale qui avait été lâchée par les Américains, mais qui était je ne m'y connais rien en bombe, mais de diamètre suffisamment raisonnable pour ne pas avoir à couper la 86 qui était juste à côté. Donc
Dieu merci. Et donc, en fait, finalement, donc les démineurs sont venus, ils ont séparé le détonateur de l'explosif et ils ont pu faire exploser la bombe en une demi-journée. Donc, ça fait qu'on a eu qu'une demi-journée, entre guillemets, de retard sur ce sujet, alors que ça aurait pu, si on avait coupé à 86, ça aurait pu durer un peu plus une longtemps. semaine ou 2 semaines. Donc voilà, donc il y a aussi ce sujet de risque. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que j'ai hyper dévié. Peut-être une deuxième question? Oui, monsieur? Est-ce que les appartements se vendent bien? Une autre question. Non, honnêtement, en fait, dès le début, on a beaucoup travaillé, donc, comme disait Benjamin, avec la Solidéo et les villes pour justement orienter la programmation. En tout cas, je parle pour ma paroisse, côté d'Ancy-Montvilliers, on a beaucoup vendu en bloc. Donc là, ça a été vendu, ça a été commercialisé. En revanche, oui, il y avait une grosse partie d'accession qui sont nos logements pour les particuliers, qui sont à vendre côté Seine, donc sur le front de Seine, qui est une très belle vue. Mais donc oui, la commercialisation est arrivée pile au moment de la guerre en Ukraine, donc avec la hausse des taux d'intérêt. Donc c'était tout ce qui nous manquait. Donc oui, ça s'est vendu, mais ça n'a pas eu le succès qu'on visait au tout début. Mais en tout cas, c'est parti et c'est plutôt bon. Et à l'échelle du village, aujourd'hui, il y a 50% des accessions qui sont mises en vente et 50% qui ont été vendues. Vinci a été les premiers à mettre en vente. Et les autres promoteurs ont vendu après les jeux. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Ouais. Bon, il reste des logements, si vous voulez investir à Saint-Denis. En tout cas, moi, ça me donne envie. Il faut que je vérifie auprès de mon banquier avant. Ça me donne envie, notamment parce qu'il y a cet héritage, village olympique qui est extraordinaire au moment des Jeux, avec une bonne vision, en tout cas sur toutes les avancées technologiques. Et on sent après cette conférence que ça va apporter collectivement sur les avancées technologiques, administratives et autres. Je tenais à vous remercier. C'est l'heure d'aller boire un coup. Vous remercier pour cette vision très affinée de ce projet et du futur. Je vous remercie d'avoir posé les questions et écouté attentivement. Je remercie les étudiants encore une fois. N'hésitez pas à aller voir pour ceux qui ont des entreprises et des projets, d'aller les voir pendant le cocktail